Salut la team, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette vidéo crypto aujourd'hui. Alors on me l'a demandé en masse, l'update crypto. Alors plutôt que de faire un épisode de business en bagnole où c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on ne peut pas partager les écrans, etc. J'ai quand même des choses à te montrer. J'ai décidé de te le faire en vidéo sur un format. On va prendre le temps tranquillement, on va parler, on va discuter. Je vais t'expliquer ce que je pense du marché actuel. Est-ce que je pense que c'est fini? Est-ce que je pense que c'est le bon moment pour rentrer? Est-ce que les cryptos ont encore de la place pour pump? Est-ce qu'il y en a qui ont plus de potentiel que d'autres? Lesquels ont le plus de potentiel? Jusqu'où ça va monter? Combien investir? Comment sortir? Comment bien sortir? À quel moment sortir? C'est toutes ces questions auxquelles je vais tenter de répondre. Et encore une fois, je vais te donner ma vision. Je ne suis ni le champion du monde de crypto sur glace, ni le meilleur investisseur du monde, mais j'ai la chance et la dure tâche d'être consulté et d'avoir parlé depuis assez longtemps, puisque le premier business en bagnole, je crois, sur les cryptos remonte à 2017, voire même fin 2016 peut-être, où on avait parlé d'XRP. D'ailleurs, on va en reparler dans cette vidéo, ne t'inquiète pas. Alors, si ce que je te propose, c'est qu'on commence très rapidement à aller jeter un œil sur les différentes charts. Je les ai toutes affichées au même endroit. Bon, on va pas se mentir, ça monte. Bitcoin, bon, ça explose. Ethereum, ça explose. Le XRP a explosé. Mauvaise news, on y reviendra. Ça remonte, ça redescend, ça sait pas quoi faire. Et ensuite, j'en ai 4 autres, donc je te parlerai plus en détail après. Mais globalement, tiens, partons sur le Bitcoin. Bon, voilà. Donc là, on est en weekly, donc une bougie, une semaine. On voit le bull run de 2018. On a une très longue période de latéralisation et de rechargement où la smart money, donc tous les institutionnels, sont rentrés comme des cochons et ont accumulé du Bitcoin massivement en vue du prochain cycle. Parce que tu le sais, les cryptos font des cycles, d'ailleurs comme tout marché cyclique, sauf que les cycles sur les cryptos sont assez violents. Jusqu'où va aller celui-là? C'est toute la question. Et puis on est rentré dans un bull run. On a commencé à augmenter, on va dire, le vrai déclenchement du bull run, il est là. Il est là. Il est par là, tu vois, octobre. Pourquoi? Parce qu'avant, on n'était que sur un haut de marché, globalement. On avait, on pourrait presque tracer un haut de marché quelque part par là. Donc tout ce qui se passait avant, c'est du bruit, c'est de l'accumulation, c'est des tests. Par contre, ce qui s'est passé ici, on a eu un vrai breakout, on a eu des volumes en augmentation et puis surtout, on a eu semaine sur semaine sur semaine d'augmentation avec enfin, on a touché plus de 40 000, 42 000 et puis enfin une première correction finalement à 42 000 parce que là, on ne parlait même pas de correction, on a eu des souffles, mais on a eu un très beau marché. Alors la question maintenant que tout le monde se pose, c'est est-ce que on a fait ça et puis on va tout doucement mourir, ou est-ce qu'on va aller plus haut? Certaines personnes disent, en fait, on est quelque part par là. Et en fait, certaines personnes disent, ce qu'on vient de voir là, donc augmentation, correction, c'est juste cette partie-là. Alors bien sûr, la question, c'est de se dire, oui, non, peut-être. Je pense que la personne qui saura n'existe pas. Personne n'a de boule de cristal, personne ne sait où ça peut aller, jusqu'où ça peut aller. Moi, ce que je me contente de faire, et là encore une fois, je vais jouer carte sur table avec toi comme d'habitude, sur ma façon de voir ce marché-là et ma façon d'investir sur ce marché-là, c'est que je cherche des indices. Je regarde un petit peu ce qui se passe. Je cherche des indices sur ce qui se passe tout de suite maintenant et le comportement de ces marchés. Donc on l'a vu là, tout explose, en tout cas les plus grosses capitalisations explosent. Les alts pètent dans tous les sens. Donc je regarde ce qui se passe, mais je regarde aussi ce qui s'est passé avant, ce qui s'est passé sur le premier, le précédent bull run, pas le premier, mais le précédent. Le premier peut-être pour la plupart, parce que les cryptos ont quand même pris un vrai envol auprès des retail, auprès du grand public à ce moment-là. Mais finalement, contrairement à plein de marchés, ce qui est intéressant sur le marché des cryptos, c'est que sur les marchés financiers, ce qui se passe, c'est que les big boys, les gens qui ont l'argent, c'est les instits. Okay, donc les institutionnels, c'est eux qui ont l'argent. Et quand je te dis que c'est eux qui ont l'argent, on parle en dizaines, en centaines, en milliers de milliards d'investissements. Versus les petits retail qui, eux, ils se promènent, ils sont là, et puis ils subissent un petit peu les mouvements.
Ça, c'est sur les marchés financiers, les marchés actions. Alors que sur les marchés crypto, c'est exactement l'inverse qui s'est passé. Et notamment sur le précédent pump en 2017, c'est les retail. Pourquoi? Parce que les instituts manquaient de régulation. Hein, on l'a vu, il y a plein de problèmes, il y a eu plein de problèmes, et puis on a eu un exemple avec la SEC et XRP récemment. Il n'y avait aucune régulation, il n'y avait aucune loi. Tout le monde avait peur de se lancer, les futurs ont mis 2 plombs à arriver, les ETF sur crypto, on les attend toujours parce que il faut encore réguler des trucs, etc. Ça ne fonctionne pas. On a un seul finalement gros fonds institutionnel qui est là et qui n'est pas là depuis très longtemps. Donc ce qui s'est passé sur le dernier pump, c'est que c'est les retail qui tenaient le marché et puis les instituts, ils étaient là, on va le voir un petit peu, mais pas grand-chose. C'était l'inverse finalement, c'est l'inverse d'ailleurs des marchés financiers. Et c'est aussi pour ça que sur les marchés financiers, on a de la volate, certes, mais pas non plus dingue. Alors que ici, sur les cryptos, on a des volates de dingue avec des cycles de dingue. Alors maintenant, il y a 2 façons de voir les choses. C'est de se dire, ok, si ici, on avait que des retail et que maintenant ici, on a beaucoup d'institutionnels, est-ce que ça veut dire qu'on est au bout? Parce que est-ce que les institutionnels vont laisser une telle volatilité? Est-ce qu'ils ne vont pas prendre leur profit? Ou est-ce qu'au contraire, étant donné qu'il y a beaucoup d'argent qui rentre, c'est que le début? Alors, moi, je pense plutôt à la deuxième solution pour une raison très simple. C'est que les retail n'ont pas énormément d'argent. Les instituts, je te l'ai dit, ils posent. Et quand je te dis qu'ils posent, c'est... regarde, mets-toi à la place d'un fonds, un gros fonds institutionnel qui gère 40 milliards, et il y en a plus d'un qui gère ces volumes-là, 40 milliards sous gestion. Ok, il a un portefeuille avec peut-être 100, 200, 300 valeurs. Et puis dans ce portefeuille-là, un classique institutionnel, on a de l'action, je sais pas moi, du Coca-Cola, on a d'autres fonds, des ETF, on a des Como, plein de choses. Mais chaque ligne de ce portefeuille, quand toi, sur ton portefeuille, tu as 40 lignes et ta plus grosse ligne, c'est 10 000 balles ou 5 000, ou même si tu es un gros investisseur, déjà 100 000 par ligne pour un retail, c'est énorme. Un fonds avec 40 milliards, sa ligne, franchement, il n'a pas grand-chose en dessous de 10 millions. Et puis ces lignes classiques, c'est plutôt 50, voire même plutôt 100, et on va dire jusqu'à quelque chose comme 500 millions. Okay? Donc forcément, quand je rentre sur le marché avec 100 000 petits retail ou avec 500 millions à déposer sur une ligne, le marché ne se comporte pas de la même façon. Et surtout un petit marché, parce qu'on dit oui, les cryptos, grosse capitalisation, etc. C'est un tout petit marché comparé à tous les autres. Les dérivés sont 100 000 fois au-dessus, le forex est au-dessus, les actions sont au-dessus, etc. Tous les autres marchés sont au-dessus. En termes de capitalisation, en termes de mouvement, de flux surtout, parce que le market cap, on en reparlera un petit peu plus tard, mais en termes de flux surtout, c'est monumentalement au-dessus. Donc, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un qui a des très grosses poches, des très gros fonds, comme monsieur 500 millions, veut rentrer sur un petit marché? S'il pose 500 M, ça fait pfff, et ça explose. Donc il ne peut pas faire ça. C'est comme si je te disais, voilà, tu as 500 millions et puis tu veux acheter les sociétés de la boîte de ton ami avec un capital social de 50 000. Ça ne fonctionne pas. Les parts vont monter et tu vas les faire exploser carrément. Donc, ça ne fonctionne pas. Donc, l'instit, avec ses 500 millions, il ne peut pas rentrer là, d'un seul coup, le cours explose et puis il va trop faire bouger le cours. Il va le manipuler, mais autant parfois il aime le manipuler, mais pas dans ce sens-là. Donc, ce qu'il faut qu'il fasse, c'est qu'il rentre along the way, il met du temps à rentrer, il rentre sur plusieurs mois, voire même plusieurs années. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans la zone que je t'ai encadrée ici, c'est les rechargements des institutionnels. Alors ça, on va le voir, et encore une fois, je ne le sors pas de mon chapeau. Allons faire un tour ici chez Grayscale. Grayscale, c'est quoi? C'est le fonds, c'est un trust, institutionnel, Bitcoin, crypto, mais tu vas voir qu'ils ont quand même une grosse majeure Bitcoin. Globalement, si tu es un institutionnel aujourd'hui et que tu veux du Bitcoin, tu n'as pas 50 000 solutions. En acheter en direct, c'est compliqué, c'est difficile au niveau des régulations.
En acheter à travers un fonds, tu n'as pas 50 000 choix, tu as à peu près Grayscale et pas grand-chose de plus. Alors, les chiffres qu'on va voir là, encore une fois, je ne suis pas un insider, je les connais pas plus que toi, que les recherches que tu peux faire. Donc, il est très clair pour moi, à mon avis, qu'ils sont minorés, qu'on ne sait pas tout et que ça, c'est finalement la partie émergée de l'iceberg. Mais quoi qu'il en soit, ce qui m'intéresse, ce n'est pas vraiment combien pile poil, c'est où se situent les trends, qu'est-ce qui se passe, est-ce que finalement ils investissent plus, est-ce qu'ils investissent moins, qu'est-ce qu'ils font. Alors, tu trouveras sur le site de Grayscale pas mal de rapports, et notamment leur Q, donc là c'est le Q4, tu vois, ici, qui t'explique ce qui s'est passé. Voilà. Qu'est-ce qui se passe au niveau des assets under management, donc l'AUM, depuis le début. Qu'est-ce qui se passe pour ce fonds-là depuis le début? On est en 2013, et puis on est proche de zéro, hein. Départ du fonds, personne n'y croit. Il y a globalement que eux qui y croient, à peu près, hein. Les institutionnels ne peuvent pas rentrer, ne veulent pas rentrer. On a des gens qui, dans la presse, des grands banquiers, des grandes banques, des grandes marques, des grands noms qui se positionnent et qui expliquent que le Bitcoin c'est voué à l'échec. On a des Warren Buffett qui disent que c'est un scam, qu'on n'y comprend rien, que ça va descendre comme c'est monté, etc. Donc forcément, il ne se passe rien. Il ne se passe rien longtemps, hein. Il ne se passe rien en 2015, 2016, etc. Alors après, tu verras, hein, tu peux trouver sur leur site les rapports quarter par quarter, année par année. Mais globalement, ce qui nous intéresse, regarde, c'est sur le dernier bull run, où là, on a déjà un premier regain d'intérêt de la part des instituts. Mais on ne parle pas de grand-chose, hein, on parle de 3 milliards. Donc ce n'est pas non plus encore dingue. Par contre, ce qui se passe, c'est que après ce pic de 3 milliards, bon, ça redescend, etc. Et puis jusqu'à il y a même pas un an, 6 mois, on était au même point. On était à peu près à 3 milliards. On est même descendu à 2 de fonds sous gestion. Aujourd'hui, on est là. Donc il y a eu une vraie explosion, d'ailleurs, qui ressemble vachement à l'explosion qu'il y a eu, qu'on voit sur les courbes, hein. Sauf que là, c'est la courbe du cours global, et là, c'est le fonds le plus gros, le plus instit, le plus suivi par les big boys, et le plus acheté par les big boys. Donc on se dit qu'il y a quand même une vraie très forte corrélation et très supérieure d'intérêt instit cette année par rapport à 2017-2018. Ce qui ferait que, ce qui nous apporterait, ce qui nous ferait penser, ce qui nous emmènerait tout doucement vers le début de la conclusion, de se dire « Ah, il rentre beaucoup plus gros » et « Ah, ça n'est peut-être que le début ». Alors, il n'y a pas que ça, bien sûr, qui nous intéresse. Si je te montre ce qui s'est passé, hein, donc là un petit peu plus en bar chart, on se rend compte que vraiment là c'est découpé par année, donc on se rend encore plus compte qu'on est à x5, x6 par rapport à l'an dernier. Le profil des investisseurs, encore une fois, dans ce fonds-là, hein, c'est bien confirmé, on parle d'institutionnels, on parle également d'accrédités. Alors bon, même s'ils ne sont pas très nombreux, hein, mais les investisseurs accrédités aux États-Unis, on parle de plus d'1 million minimum de patrimoine. Et puis après, on parle de fonds de retraite. Bon, 2%, c'est anecdotique. Et de family office. Ce qui est intéressant, par contre, 3% de family office, ça veut dire que quand même de grosses familles, hein, petite parenthèse, qu'est-ce qu'un family office? C'est un fonds qui gère, enfin c'est un gestionnaire privé pour une famille. Hein. Donc les familles très fortunées, au-dessus souvent de 100 millions minimum de patrimoine, font appel à un family office, single family, pour gérer sa fortune. Donc c'est vraiment le gestionnaire de la fortune d'une famille très fortunée. Donc on a de plus en plus de family office qui quand même sont réputés, les family office, pour être très à l'ancienne, très plan-plan. Le but d'un family office, c'est même pas de faire fructifier la fortune de la famille en question, c'est de ne pas perdre d'argent. C'est de conserver le capital, c'est de le faire passer aux générations futures. Donc si même ces investisseurs, cette classe d'investisseurs très plan-plan, très à l'ancienne, commence à rentrer un petit peu plus massivement sur le Bitcoin, disons que
c'est quand même un signe. Alors quand on va un petit peu plus loin, encore une fois, chez Grayscale, je te mettrai tous les liens autour de cette vidéo, ils sortent régulièrement des études. Et là, on a une étude sur qui sont les investisseurs Bitcoin, quel est leur profil, qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font, pourquoi, comment. Il y a des choses qui sont intéressantes. Déjà, c'est que l'intérêt, bon, on l'a vu quand on fait des sondages, alors on l'a vu déjà avec l'intérêt des institutionnels, mais quand on fait des sondages larges sur les gens qui sont susceptibles d'investir sur le Bitcoin aux États-Unis, hein, puisque c'est encore une fois des études américaines, l'intérêt augmente. L'intérêt augmente et l'intérêt s'accélère de plus en plus. On voit également que le Covid, on le sait, hein, le Covid, il y a eu des classes d'actifs, des investissements qui ont explosé, d'autres qui se sont contractés. On a eu des boîtes qui fonctionnent beaucoup mieux et d'autres beaucoup moins bien. Là, pour le coup, pour les cryptos, on est plutôt dans le bon sens. Le Covid a plutôt impacté la décision d'investir dans les cryptos pour ces investisseurs-là positivement. C'est-à-dire que ça n'a fait que renforcer leur décision de se dire « Ok, j'investis ». Il y a aussi quelque chose qui est intéressant quand on regarde pourquoi, quand on se pose la question pourquoi. Pourquoi les instituts veulent rentrer sur le Bitcoin? Pourquoi finalement, quand tu as 40, 50, 100 milliards sous gestion, 10 milliards sous gestion, peu importe, que tu as accès au marché, que tu as accès aux infos d'insiders, que tu as un super réseau, que tu as un hedge fund ou que tu as un fonds de pension, que tu as un ETF, peu importe, tu es un big boy, tu as de l'argent, tu es un institutionnel, tu es une banque d'affaires, tu es ce que tu veux. Pourquoi tu te prendrais la tête à rentrer sur le Bitcoin? Et pourquoi pas sur des small caps, pourquoi pas sur des infos, sur telle ou telle action, etc. Mais il y a une notion qui, quand même, qui les intéresse beaucoup et qui est mise en avant dans ce rapport. C'est tout simplement la volatilité. Souvent on dit la volatilité des cryptos, c'est chiant, c'est dangereux, ça fait peur. Pourquoi? Ah, c'est risqué, attention les investisseurs, vous rentrez là, vous sortez là, ça redescend, ça remonte, vous avez vu comment ça fait des grandes paraboles, et puis ça redescend, il y a un cycle, il se passe 2 ans, c'est dans le trou, puis ça remonte, ça explose. Mais ça, un institutionnel, qui oui, comme un family office, ou comme un gestionnaire, un gros gestionnaire de fonds, son objectif numéro 1, c'est la gestion du risque. Et son objectif numéro 2, qui est complètement antagoniste finalement, c'est les rendements, et puis c'est d'afficher un track record correct et d'afficher des courbes qui montent. Donc d'un côté, il est allergique au risque, et de l'autre côté, il faut quand même qu'il fasse de la performance. Donc, ce qui va l'intéresser pour ça, c'est de venir booster un peu les performances de son portefeuille. Donc la majorité de son portefeuille, ce qu'il va faire, c'est exactement ce que tu dois faire en tant qu'investisseur, en tant que bon investisseur, c'est faire tout simplement une allocation. C'est-à-dire que il va faire son portefeuille, comme toi. Sauf que toi, quand ton portefeuille il fait 100 000, lui il fait 100 millions. Ou 200, ou 500, ou 1 milliard. Il va avoir des actifs peu risqués, une grande partie de son portefeuille. Il va avoir des actifs un petit peu risqués. Il va avoir peut-être une part d'oblig. Il va avoir peut-être X, Y. Mais ce qui l'intéresse, c'est aussi d'avoir une petite partie ici. On ne parle pas de grand-chose, hein. On parle de 0,5. On parle de 1% sur les crypto-monnaies. Pourquoi? Pour 2 raisons. D'avoir une faible allocation va l'exposer à la volatilité. C'est-à-dire que si j'ai 1% de mon portefeuille, mais que, comme on l'a vu, hein, le Bitcoin fait fois, allez, au plus bas de l'année, on était à quoi? On a dû toucher les... Qu'est-ce qu'on a touché? Tiens, on va voir ensemble. Allons voir ensemble ce qu'on a touché au plus bas de l'année. On a touché, les amis, 3... Ouais, je suis un petit peu en petit. On était 3000 en 2019 et au plus bas de 2020, on a dû toucher 5000. Okay, quelque chose comme ça. Donc aujourd'hui, on a grande masse 40. Bon, c'est pas dégueulasse, hein. On a fait un x8. x8. 1% x8, 8%. Je viens de faire 8% de perf en m'exposant de 1%. Le calcul que je vais faire quand je suis un institutionnel, d'ailleurs il faut que tu fasses le même, hein, c'est même pas un calcul institutionnel, c'est une allocation toute bête, c'est de se dire ok, je vais mettre 1% de mon allocation, alors ça peut être plus, ça peut être moins bien sûr, mais là on parle de gens qui ont beaucoup de fonds, donc ça va pas être beaucoup plus. Par contre quand ton 1% c'est 100 millions, c'est quand même pas dégueulasse, hein. 1% 100 millions x 8, 8%. Bon, je viens de faire 800 millions, mais
étant donné que j'ai risqué que 1%, même si le Bitcoin est divisé par 2 ou divisé par 4, parce que je me suis trompé de sens, étant donné que mon allocation, c'est que 1%, bah, je suis qu'à 0,5 ou à 0,25. Donc ça veut dire que mon max drawdown, il est relativement faible par rapport à mon upside potentiel. Là, dans mon cas, j'aurais perdu 50 millions. Bon, ça fait toujours mal aux fesses, hein. Mais j'ai perdu 50 millions pour m'exposer, là, comme on le voit, sur 800 millions. Donc j'ai finalement un risque-rendement sur mon trade entre ce que je risque et ce que je peux gagner, super important. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup de multiplicateurs ici sur les cryptos, parce qu'elles sont très volatiles. Voilà pourquoi les instituts s'intéressent de plus en plus à mettre une petite part de crypto dans leur portefeuille. Mais encore une fois, leur petite part, c'est beaucoup. Donc ça fait bouger le marché. Donc pour toutes ces raisons-là, je pense qu'on n'en est qu'au début de l'entrée des institutionnels. D'ailleurs, il y a des cryptos qui pumpent plus que d'autres. Et dans le rapport de Grayscale, ici, tu vois, ils ont mis ça en perspective. En disant, voilà, soit tu te fais un portefeuille basique, le 60-40, ou soit bah, tu vas rajouter 1% de digital asset, donc de crypto, 3% ou 5%. Et tu vois les courbes. Et tu vois, bah, oui, forcément, on a plus de volatilité, mais on a aussi plus de performance. Et entre le portefeuille 60-40 là qu'ils ont fait de base, qui entre 2013 et 2020 fait 40% à peu près, hein, arrivé au bout, et la même chose avec 5%, bon alors ils ont un peu chargé la mule, de digital asset, on approche des 70%. Donc forcément, il est assez simple de comprendre que l'instit a envie d'en mettre un petit peu, les gros fonds, les gros family office. Alors il y a d'autres choses qui sont intéressantes. Il y a 2-3 indicateurs que je vais te montrer aussi pour appuyer le point que je pense que ce n'est pas fini et que ça rentre encore plus. On a de plus en plus de gens qui hold. On le voit ici, à partir de 2018, 2019, 2020, on a de plus en plus de holders, donc de gens qui ne sont pas en train de faire de la spéculation à court terme, mais sont en train de se charger. Et on le voit, et notamment avec les instits, ils ne sont pas en train de faire du trading, ils ne sont pas en train de faire de la spéculation à court terme. Ils sont en train de se charger, d'acheter autant qu'ils peuvent. Et ils l'ont fait plus précisément dans ces périodes flat. Quand plus personne ne croyait aux cryptos, quand tout le monde disait « Ah, c'est bientôt fini, etc. C'est horrible, le Bitcoin est passé de 20 000 à 3 000 », eux non. Eux, ils se sont frottés les mains, ils ont chargé et holdé de plus en plus. Et tu vois que les courbes sont inverses. Le prix baisse, ils hold, ils chargent. Donc, il y a de plus en plus de holders et de moins en moins de spéculateurs, ce qui crée également un effet de rareté et ce qui crée forcément, loi de l'offre et de la demande, une augmentation des prix. On le voit également sur cet index-là qui montre les bitcoins qui sont détenus depuis plus d'un an. Pareil, ça augmente. Et ce n'était pas spécialement corrélé au prix. Les gens gardent, les gens hold. Et troisième élément que je voulais te montrer, alors pareil, celui-là, on va le prendre avec des pincettes, parce qu'encore une fois, c'est le rapport de Grayscale, ils sont un peu jugés partis, parce qu'en même temps, c'est un fonds crypto qui commercialise finalement un véhicule pour permettre aux gros d'acheter des cryptos. Et d'un autre côté, bon, ils te font des modèles de progression du prix. Bon, certes, mais toujours est-il qu'on est quand même sur un gros fonds très instit, très regardé, et ils ne vont pas non plus se mettre extrêmement à risque à faire des prédictions complètement dingues qui va leur faire perdre toute crédibilité. Donc, il y a une notion de on veut vendre notre truc, mais il y a aussi une notion de on ne veut pas passer pour des tanches. Et sachant tout ça, quand je vois que quand même, il nous prévoit un Bitcoin aux alentours de 100 000 en 2021, puis après avec une autre phase de stagnation, hein, puisque forcément on ne montera pas jusqu'aux étoiles les cocos, hein, ça on va en parler après, avec une rebaisse, etc., phase de stagnation, parce qu'on est en logarithmique, et ensuite jusqu'à 1 million ou un peu moins d'1 million après 2025, bon, on peut se dire que, ok, si on arrive à ce faisceau de preuves-là, c'est que quand même, on a de plus en plus de gros qui rentrent, et ils le savent. Et on le voit également sur cet index-là, qui est le dernier que je veux te montrer, qui est le Whale Index, donc l'index des baleines, qui montre les gros investisseurs crypto. Donc là, on s'intéresse qu'aux portefeuilles qui ont plus de 1000 bitcoins. Donc 1000 bitcoins, au cours actuel, ça commence à faire de l'argent quand même. Et on voit que ces adresses-là augmentent avec le temps et la courbe d'augmentation est de plus en plus importante sur les dernières années. Alors, une fois qu'on a vu tout ça, ok, on se dit d'accord, bon, ça monte, c'est bien,
Est-ce qu'on a d'autres éléments qui nous intéressent? Oui, il y en a encore deux principaux qui me portent à dire que ce n'est pas fini pour les cryptos et que c'est peut-être que le scénario du début du bull run. Le premier, c'est ça. C'est Google Trends. Si tu ne connais pas l'outil, ça te donne les recherches qui sont faites par les gens sur Google. Donc là, j'ai mis au monde entier les 5 dernières années. Et j'ai comparé Bitcoin et Ethereum, juste pour qu'on ait un point de comparaison. Donc 100, c'est un index sur 100. Donc quand c'est 100, c'est la recherche, c'est le moment historique où il y a eu le pic de recherche à 100. Et puis tout le reste, c'est un index. Ça te dit, voilà, on était à 5%, à 10%, à 14% de ce pic historique. Là, actuellement, on est aux alentours de 35. On a eu un pic précédemment, un petit peu plus tôt, début d'année, fin d'année dernière, aux alentours de 69. Donc, tu vois, on n'est pas encore sur des recherches massives du monde entier, autant qu'en 2017, sur Bitcoin et pas non plus sur Ethereum. Sur Ethereum, tu vois, on était monté jusqu'à là sur l'index, jusqu'à 10, et là, on est monté à 12. Et actuellement, on est aux alentours de 8. Donc, tout ça me fait dire que oui, il y a de l'engouement, oui, les instituts rentrent, oui, il y a de plus en plus de régulation, mais je sais pas, c'est ma vision, tu peux me donner la tienne dans les commentaires, je sens qu'on n'est pas encore dans l'euphorie complètement débile, tu sais, la débilité de marché qu'on avait atteint au cours du dernier bull run. Vraiment, au cours du dernier bull run, je voyais des choses sur Facebook de gens qui disaient « Ah, ça s'arrêtera jamais, plus 100% aujourd'hui, je recharge, je remets ». Je voyais vraiment des comportements débiles en fait. Et ces comportements débiles, tant que je ne les vois pas, tant que je ne vois pas des gens qui font all-in, tant que je ne vois pas des gens qui font n'importe quoi et qui vont se casser la gueule, malheur à eux, qui prennent des décisions bêtes, qui s'endettent pour investir, tant que je ne vois pas de plus en plus d'histoires de gens qui vendent leur maison, qui mettent tout dans le Bitcoin, etc. Mais vraiment de façon massive, de façon débile, et tant que je ne vois pas une accélération sur plusieurs journées de performances débiles, plus 20, plus 30, plus 40, plus 60, plus 100%, on a plusieurs journées d'affilée, on n'est pas encore dans la bulle, on n'est pas encore dans l'euphorie, on n'est pas encore dans la débilité de marché. Par contre, attention, ça peut arriver vite, ça peut arriver d'un coup, et quand ça recasse dans l'autre sens, ça recasse fort. Donc on va parler juste après, cette vidéo va être un peu longue, mais encore une fois, on est un petit peu sur les formats où je vais un petit peu au bout des choses, ou en tout cas de ce que je pense. Balance ton petit pouce à l'édifice, là, tant qu'on y est, là, on fait une petite pause, là, pouf, pouf, ça fera du bien à la chaîne. Il va falloir être sur le coup. C'est-à-dire que là, autant plein de fois, je te dis ouais, c'est génial, méthode RLT, investissement long terme, bon père de famille, etc. On ne se prend pas la tête, on dézoome. Autant sur les cryptos, je ne suis pas pour cette approche parce que oui, pareil, si je regarde dans 20 ans, à mon avis, c'est débile. Les cryptos voilà, seront régulés, etc. Ça sera devenu une classe d'actifs comme la bourse. Et puis tous les plus gros seront là. Le Bitcoin sera à des niveaux débiles ou alors il aura disparu, remplacé par une autre. Mais toujours est-il que là, aujourd'hui, c'est un marché qui n'est pas encore mature. Il n'y a pas assez d'argent sur ce marché. Il n'y a pas assez de volume par rapport à tous les autres marchés. Donc, il est très volatile. Et du coup, de se dire j'investis sur 20 ans, c'est un petit peu dommage parce que, enfin, je sais pas, tu n'as pas envie de faire des moins 80%. Quoi. Faire des 10, des 20% de drawdown, je suis OK, mais faire x10 sur ton capital et ensuite faire moins 80, et repartir, non, ça m'emmerde. Donc, moi, perso, là, sur ce marché-là, je ne suis pas non plus à le trader, à le market timer parce que c'est impossible, c'est infaisable. Mais disons que je cherche à prendre des profits. On va y revenir juste après. C'est extrêmement important sur comment sortir. Encore une fois, je n'aurai pas le haut de marché, toi non plus, personne. Mais je vais te donner en tout cas les indicateurs que je vais regarder. Juste avant ça, encore le dernier truc que j'ai oublié de te montrer qui me fait dire que ce n'est pas fini, c'est ça. Ça, c'est le premium. Okay. Sur Grayscale, donc le trust, le GBTC, donc le fameux fonds que peuvent acheter les gens pour acheter indirectement du Bitcoin, on va avoir un premium. C'est-à-dire qu'ils ne vendent pas les Bitcoins à prix coûtant, ils ne vendent pas les cryptos, ils ne vendent pas les sous-jacents à prix coûtant. Pourquoi ? Parce qu'ils prennent un risque. Tout simplement comme si tu vas aujourd'hui, ça fonctionne un petit peu de la même façon dans un magasin pour acheter de l'or. Tu vas acheter une pièce d'or qui fait tant de grammes, et puis tant de grammes d'or ça vaut tant. Mais tu ne vas pas le payer tant. Tu vas le payer tant plus 2%, 3%, 4%. Et puis plus le marché est volatile, parce que tout le monde veut de l'or, le premium augmente. Et quand il y a moins de demande, le premium baisse. C'est exactement la même chose avec les cryptos.
Actuellement, le premium est aux alentours de 12%. Alors ça paraît beaucoup par rapport à d'autres classes d'actifs, mais ce n'est pas énorme sur l'histoire, qu'on va dézoomer un petit peu des premiums, hein, et sur l'histoire de ces spreads-là. On est aux alentours de 12, il y a assez peu de temps, on était autour de 6, on a même touché 2 il y a quelques temps. Et tu vois, quand ça s'est un petit peu enflammé là, en décembre aux alentours de Noël, on était monté à 40%. Si je vais plutôt vers les derniers bull runs, là, je crois que j'ai les datas là jusqu'en 2018, 2017, tu vois, je suis monté jusqu'à 132, 118, 98 de premium et tu vois, on a eu des grands moments où on s'est maintenu à rien de moins de 40%, tu vois, hein, 90, 100, etc. Donc on s'est maintenu très haut. Là, on ne se maintient pas, tu vois, on fait des pics, mais on ne se maintient pas. Donc pareil, surveillez ce premium-là et ça sera aussi un indicateur de surchauffe de marché quand tellement de monde voudra des cryptos, tellement de monde voudra Bitcoin. Hein, début de vidéo, je parle beaucoup de Bitcoin. Pourquoi? Parce que c'est encore lui qui drive le flux, hein, même si les autres suivent. Tant qu'on n'aura pas ces premiums qui tiennent fort, je pense qu'on n'y est pas encore. Il y a aussi autre chose qui plaide en faveur, on va retourner très rapidement là sur ce graphique-là, qui plaide en faveur du Bitcoin, c'est le dollar index. On va l'afficher. Attends, on ne va pas l'afficher comme ça. On va l'afficher, on va le comparer. Le dollar index, c'est quoi? C'est le dollar, le cours du dollar. Donc, étant donné que quand on compare une monnaie, il faut la comparer à une autre, souvent on fait des paires. Hein, tu connais le Forex, euro-USD, on compare l'euro contre l'USD. Parce qu'on ne peut pas dire le dollar monte ou le dollar baisse, ça ne veut rien dire. Il faut toujours comparer, il faut dire le dollar monte contre l'USD, donc l'USD baisse, ou inversement. C'est toujours une monnaie contre une autre. Une monnaie seule n'a pas de valeur, il faut la comparer à quelque chose. Tu peux la comparer aussi à un kilo de patates, c'est des mesures d'inflation, mais souvent on va la comparer à quelque chose. On a aussi créé le dollar index pour ça, pour ne pas justement avoir besoin de comparer le dollar contre l'USD ou le dollar contre telle monnaie. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris la moyenne de toutes ces paires et puis on a compilé ça dans un index qui s'appelle le dollar index. Donc globalement, le dollar index, lui, reflète bien la valeur du dollar par rapport à peu près tout le reste. Ce qu'on se rend compte, c'est que quand le dollar est moins fort, les cryptos sont plus fortes. Et d'ailleurs, pas que les cryptos, hein, plein de commodities. Et globalement, d'ailleurs, tout ce qui va s'acheter en dollars, quand le dollar baisse, mécaniquement, tout ce qui va s'acheter en dollars monte. Pourquoi? Parce que la contrepartie, elle ne baisse pas. Par exemple, si le dollar baisse, l'or va monter. Et puis, si le dollar monte, l'or va baisser, puisque je paye l'or en dollars. Et pareil avec le pétrole, et pareil avec tout ce qui se paye en dollars globalement. La plupart des cryptos, même s'il y a beaucoup de paires crypto-crypto, il y a quand même beaucoup de paires contre le dollar ou contre l'USDT qui réplique le dollar. Donc on se rend compte qu'il y a une corrélation inverse entre le dollar index et le Bitcoin. Et d'ailleurs la plupart des cryptos. Et globalement, alors ça n'est pas une corrélation totale et complète, mais il y a des éléments. Et quand le dollar se fait moins fort, le Bitcoin augmente. Quand le dollar se fait plus fort, on a des périodes de baisse ou de stagnation. Et puis ce qui est marrant, c'est que, tu vois, tout début de la hausse des volumes ici, on a le dernier pic de force du dollar, et puis ensuite le dollar vient s'effondrer. Et tout le long de l'effondrement du dollar, on a une augmentation ici de l'asset du Bitcoin. Alors moi, je surveille le dollar index également pour cette raison-là. Et là, on est sur un extrême niveau. Si je te l'affiche en monthly, si je t'affiche, tu vois, 20 ans de dollar index, on a un extrême niveau de combat là, sur lequel les prix viennent souvent buter, et on est en plein dedans actuellement. On est en plein dedans actuellement. On a cette dégueulante là qui s'est passée. On est venu buter. On a fait un rebond. Maintenant, la question, c'est de se dire, est-ce qu'on rebondit, on remonte, et le dollar s'apprécie, et théoriquement, alors, il n'y a pas une corrélation forcée, globale, complète, hein, de dire attention, le dollar index remonte, donc les cryptos vont forcément s'effondrer. Non, s'il y a bien sûr, il y a toujours la loi de l'offre et la demande. Hein. Donc s'il y a énormément de demandes pour le Bitcoin, il va continuer à monter. Mais toujours est-il que ça vient quand même vachement peser dans la balance, étant donné que c'est dénominé en dollars pour la plupart. Par contre, il y a le deuxième scénario. Moi, perso, encore une fois, on est dans un trend baissier, hein, donc je pense que c'est juste un rebond technique et qu'on va réussir à casser ce niveau. Et si on casse ce niveau, ça veut dire grosse dégueulante. Et là, la grosse dégueulante, encore une fois, si je viens la mettre sur une vingtaine d'années, on a encore de la marge. Hein. On a encore une sacrée marge pour aller voir les plus bas. On a une vingtaine de pourcents, entre 10 et 20% pour aller voir les plus bas.
sur le dollar index. Donc si le dollar index fait moins 10 ou moins 20, ça va venir aussi booster le cours du Bitcoin. Donc je surveille exactement et également le dollar index. Au Ethereum, globalement, il se passe la même chose. Donc je ne vais pas en parler. J'y crois peut-être plus que Bitcoin en termes de multiples. Voilà, ça c'est dit. XRP. Alors, bon, parlons d'XRP. Alors il y a plein de gens, encore une fois, les supporters. Il faut arrêter de faire ça, les gars. Les supporters, tu sais, ma crypto c'est la meilleure, je te l'avais dit, j'ai gagné, ah non, celle-là elle est nulle parce que moi je suis investi dans celle-là, ça ne sert à rien. On est investisseur, les gars, on n'est pas supporters de foot, ok? Donc j'investis dans XRP, j'investis dans Bitcoin, j'investis dans Ethereum, je les aime toutes. Hein. Tu sais, moi je m'en fous, hein, je veux juste prendre ma part du gâteau et il faudrait que ça soit pareil pour toi. Ne tombe pas dans le bruit de dire ah ça c'est bien, ça c'est pas bien, etc., etc. Donc XRP, je te refais très rapidement, sinon cette vidéo va durer 2 plombes. Globalement, pareil, la première fois qu'on en a parlé, ça devait être en 2016-2017. On était aux alentours de 0,8, 0,10, 0,12. Beaucoup de gens étaient rentrés autour de 0,12, avaient profité de tout le bull run. Certains d'entre vous étaient sortis, d'autres non. Toujours est-il que XRP, si on le regarde, globalement, il nous fait la même chose. Hein. Explosion, bull run, pouf, contraction, plaf, plaf, plaf. Et puis les gens qui veulent accumuler ici accumulent. Et puis explosion, globalement, en même temps que les autres, un petit peu retardé. XRP est souvent un petit peu en retard. Donc ça, c'est ce qui s'est passé jusqu'à le drame qui se situe ici. Là. Donc là, on a eu un drame hein, qui est le lawsuit de la SEC. Hein, donc globalement, la SEC, qui est le gendarme de la bourse aux États-Unis, s'est réveillé au bout de 7 ans et a dit Ripple, XRP, là, c'est bien, hein, vous existez depuis 7 ans. Par contre, non, vous êtes une security, vous êtes comme une action. Hein, une security, c'est comme une action. Hein. Donc, vous avez levé des fonds illégalement, vous avez vendu des parts illégalement, etc. Oulala, c'est pas bien, on vous attaque en justice. Donc, forcément, derrière ça, il y a plein d'exchanges qui listaient XRP aux États-Unis qui ont dit on déliste. Donc, on peut toujours acheter du XRP, mais sur les exchanges qui travaillent avec les États-Unis, c'est compliqué. Les paires en USD, souvent, c'est compliqué. Forcément, le prix a tanké très fort. Ensuite, il y a une période plate et là, on a fait un gros pump, un gros dump et on ne sait pas, personne ne sait où XRP va aller. Alors moi, encore une fois, ce que je peux te dire, c'est ni ça va aller au ciel, ni ça va aller à zéro, j'en sais rien. Et celui qui te dit qu'il sait quelque chose, c'est un bullshitter de première. Je ne sais pas ce qui va se passer. Tout ce que je peux te dire, c'est que, encore une fois, les mathématiques peuvent t'aider. Il faut juste arrêter les bêtises. C'est-à-dire que si ton allocation est correcte et que ton RR, ton potentiel de baisse, est inférieur à ton potentiel de hausse, tu as gagné. Et encore une fois, on en revient toujours à la même question, est-ce que je suis confortable avec mon investissement? C'est sûr, si j'ai 100% de ma ligne crypto dans XRP, c'est sûr que je ne suis pas serein. Si j'ai 100% de mon patrimoine dans XRP, alors là, je suis débile. Si j'ai 100% de ce que j'ai globalement, bourse / marché financier sur XRP, pareil, je suis vraiment pas très malin. Par contre, si je viens diminuer et que j'ai que, je sais pas moi, 25% de ma ligne crypto qui correspond à 5% de mon patrimoine, ce qui correspond à quelque chose comme 15% de ce que j'ai investi globalement sur les marchés financiers, peu importe les chiffres, hein, mais tu as compris l'allocation, je risque beaucoup moins, tu vois. Ces chiffres sont même importants. Hein. C'est-à-dire que plus tu vas avoir un gros patrimoine et plus ces chiffres vont baisser. Hein. C'est la même chose qui est l'histoire avec les fonds institutionnels. Donc globalement, quand on me dit, et je suis désolé les gars, hein, j'adore qu'on me pose des questions et je suis là pour ça et je suis là pour donner mon avis et c'est le jeu, ma pauvre Lucette, hein, j'ai signé et voilà. Mais quand on me dit Yann, est-ce que je dois vendre, est-ce que je dois acheter, est-ce que je panique, est-ce que je fais, est-ce que je renforce, je n'en sais rien. La seule chose que je sais, c'est que si au début, tu ne fais pas n'importe quoi sur ton allocation et par exemple, tu as 10% de ta ligne crypto sur XRP, XRP il a fait quoi? Il est passé de 0,80 à 0,30. Ok? Donc, ça fait mal, hein? Presque divisé par 2. Donc, j'ai plus 10%. J'ai perdu 6%, on va dire, sur mes 10%. Okay, donc, on va dire que j'ai une perte de 6%, de 10%. Mes 10% ne correspondent pas à 10% de ma vie, 10% de mon patrimoine, 10% de toute ma life. C'est juste 10% de ma ligne. Ce n'est pas 10% de mon patrimoine. Ce n'est pas 10% de tout ce que j'ai sur les marchés financiers. Donc, ce qui fait qu'en fait, 10% de ma ligne XRP, peut-être ça correspond à 1% de mon patrimoine. Donc, en fait, j'ai perdu quoi? J'ai perdu 0,6%.
puis c'est peut-être un peu encore moins, suivant, bien sûr, encore une fois, mon niveau de patrimoine, mes allocations. Donc comprenez, faites des allocations sur plusieurs niveaux, ok? C'est-à-dire classe d'actifs, premier niveau, ok? Marché financier, IMO, bourse, tout ce que tu as envie. Combien je mets sur la totalité de mon patrimoine? Celui qui commande, c'est toujours en haut, c'est toujours le patrimoine, ok? Le patrimoine, c'est la maison, d'accord? J'ai mon patrimoine, il est là, c'est ma maison, ok? Ça, c'est mon 100%. Ça, c'est toute ma vie, ça. À aucun moment, je fais all-in, à aucun moment, je joue au poker, à aucun moment, je fais noir ou rouge, à aucun moment, je suis débile là. Ça, là, je prends, je construis un château autour, je mets une tour ici, là je mets un pont-levis, là, carrément, là, je mets de l'eau devant, là, je mets des crocodiles rouges, tu vois, ils sont là, et s'il y a quelqu'un qui passe, boum, et là, j'ai des archers, ils tirent des flèches, tu vois. Donc ça, là, jamais je fais de la merde avec ça. Par contre, je vais faire un camembert, je vais le découper. Je vais mettre, pas moi, 30% sur les marchés financiers, 50% en IMO, du private equity, tac, tac. Ça, encore une fois, c'est pas moi ton conseiller en gestion de patrimoine, c'est pas moi ton conseiller personnel en investissement. Ce que je te dis, c'est fais les camemberts, sois intelligent. Parce que si jamais tes cryptos, c'est que 20% de ces 100%, et si jamais ta ligne XRP, c'est que, allez, tu as chargé un peu la mule, 25% de ces 20%, et bien si elle perd, si ton XRP est divisé par 2, il suffit de remonter là, les pourcentages pour se rendre compte de ce qu'on perd. Ok, j'ai perdu la moitié de 25%, 12,5. Mais ces 12,5, ce n'était pas 12,5 de mon patrimoine, c'était 12,5 de 20% de mon patrimoine. Ok? Donc tu vois, ça fait déjà beaucoup moins. Mais ces 20% de mon patrimoine, ce n'était pas tout mon patrimoine, c'était que 20%. Donc c'est 25% de 20% de mon 100% qui ont été divisés par 2. Enfin, voilà, je ne te fais pas les calculs à la volée parce que j'ai pris des chiffres lourds, mais tu as compris. Donc plus tu vas mettre de niveau de découpage, et plus la volatilité va t'impacter faiblement. Et inversement, plus tes gains vont diminuer, forcément. Mais les gains, tiens, parlons-en des gains, les copains, parce que au milieu de tout ça, la question, c'est, il y en a deux. La première, c'est, est-ce que je suis en retard et est-ce que je peux encore rentrer? Et la deuxième, c'est, quand est-ce que je sors? Et pour ça, on parlera de ce monsieur-là. Alors, première question, avant de parler de quand est-ce que je sors, comment je sors, qu'est-ce que je surveille? Est-ce que je peux encore rentrer? Alors, on va retourner sur le Bitcoin. Moi, ce que j'aime pas trop, quand je rentre sur n'importe quel actif, ce qu'il ne faut pas faire, c'est pas que j'aime pas, c'est qu'il ne faut pas le faire, c'est rentrer sur des marchés verticaux. Tu vois, là, là. On ne rentre pas sur un marché vertical. Tu vois, attends, je vais nettoyer un petit peu le graphe. De se dire, ok, je peux rentrer en bas. Oui. Je peux rentrer dans la phase d'accumulation moi aussi. Oui. Je commence à rentrer sur le breakout. Oui. Je rentre sur la première correction. Oui. Mais rentrer ici, dans les grandes bougies vertes, compliqué. Par contre, rentrer là, éventuellement, sur les corrections, oui. En fait, et c'est ça qui est difficile, c'est que, passons en daily, tu as toujours le FOMO. Tu veux toujours rentrer quand le marché te donne raison. Tu te dis, bah, je ne vais pas rentrer, il ne se passe rien. Puis là, ça commence à monter, tu dis, bon, non, mais ça va redescendre, je connais. Et puis bon, bah, il se passe, et puis là, d'un seul coup, bam, il y a une vraie cassure. Et là, tu te dis, putain, je rentre. Je rentre, ça monte, vite, vite, vite. Et juste après que tu sois rentré, bien sûr, comme tous les plus petits, tous les petits investisseurs, bah boum, correction. Tu dis, ah bah merde, putain, je suis rentré trop tard, je vends. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Bim, ça recasse. Tu fais, putain, je suis sorti, mais je suis débile, vite, je rentre. Et puis, boum, correction. Pourquoi? Parce que on ne rentre pas sur un marché vertical. Juste si tu arrêtes de faire ça, tu as gagné. La différence entre un instit et un retail, c'est ça. C'est que l'instit, il se charge dans le temps quand c'est bas, et quand ça explose, il vend. Et il commence à découper ses positions. Alors après, quelle est la question, hein? Quel est le X de l'explosion, hein? Parce que peut-être qu'il ne vend pas encore, il vendra là-haut, mais peu importe. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le mec, il charge là. Enfin, le fond. Ou éventuellement, il charge là. Quand ça fait ça, ici, là, 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 là. Il fait du Moyen-Âge. De toute façon, il est obligé de moyenner. Quand il faut rentrer 20 milliards ici, c'est compliqué. Jamais il rentre là en disant, ah, ça explose, vite, vite, FOMO. Donc, de ne pas rentrer vertical, ça t'expose à deux choses. Première chose, d'avoir des meilleurs prix. Deuxième chose,
de ne pas être émotionnel sur vite, 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 je vais rater le train, merde, 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 ça descend, je vends, ah bah non finalement, et en fait je prends les portes de saloon à chaque fois dans les deux sens. Et ça t'expose aussi à rentrer finalement sur ces corrections. Rentrer quand ça vend, rentrer quand ça descend, quand ça corrige. Et il y a aussi quelque chose qui est très simple à faire, c'est de se mettre des niveaux. Souvent, quand on débute, là pareil, je ne vais pas faire le grand trader, mais quand on débute, on achète sur les gros marchés verticaux, on n'a pas la patience d'attendre des validations. Qu'est-ce qu'il fait le marché? Il fait tout le temps ça. Tiens, d'ailleurs, on le voit très bien ici. Il fait tout le temps ça. Il monte, il corrige, il hésite, il casse, il corrige, il hésite, il casse, il corrige, il hésite, il casse. Il fait tout le temps des genres de W comme ça, et il casse. C'est une bonne idée de rentrer sur ces niveaux-là, quelque part par là, mais il y a deux façons de rentrer, ici ou là. Encore une fois, ici, j'ai plus de pourcentage potentiel d'upside, par contre là, c'est moins risqué. Si le marché up, il corrige, j'attends qu'il valide la cassure, pardon, attends, je vais te le faire plus lisible, qui valide la cassure ici, la résistance, et j'achète là quand il casse, voire même il y a une technique de trader qui dit il va corriger et j'achète là. Bon, ça à voir, encore une fois, là je ne suis pas là pour faire de l'analyse technique, du trading, etc. Mais je te dis qu'il y a des points, il y a des zones qui sont beaucoup moins risquées que d'autres. Et la zone, là il n'y a pas besoin d'être un trader astrophysique le meilleur du monde. Ça sera toujours moins risqué de rentrer sur ce genre de localisation que sur ce genre de localisation. Et on l'a vu sur XRP d'ailleurs. Il y a plein de gens qui se sont complètement enflammés là sur cette explosion. Et puis là, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ah ouais, super, on a fait x3, et puis là, on vient corriger. Donc, quand tu achètes le marché vertical, tu l'as acheté là, et puis on vient corriger, et puis tu n'as pas acheté dans la correction, ou à la cassure de la correction, non, tu as acheté tout là-haut, là, dans l'euphorie. Et résultat, tu es bloqué avec ton 0,75, alors que le cours il est à 0,35. Donc qu'est-ce que je fais? Je vends, je prends mes pertes, c'est un peu con, ou j'attends que ça remonte, et je suis bloqué. Donc ça, c'est la première chose. Est-ce que c'est trop tard? Je ne pense pas. Par contre, ne jamais, jamais, jamais rentrer sur un marché vertical. Première chose. Deuxième chose, est-ce qu'il y a des cryptos qui ont plus de potentiel que d'autres? Je ne sais pas, je n'ai pas de boule de cristal. Je vais te dire très rapidement, on ne va pas analyser tout partout, mais celle que je vais privilégier, ça va être Bitcoin. Pourquoi? Parce que c'est le roi. Mais est-ce qu'il a encore un gros multiple? Beaucoup de gens parlent de 100 000, 80 000. Bon, quand souvent on entend parler des prophéties comme ça, est-ce que ça se réalise? Est-ce qu'on les éclate? Est-ce que la prophétie fait comme un aimant et on va chercher à peu près ces prix-là? Ok, bon, ça ferait quand même du beau multiple déjà, ça ferait un petit x3. J'aime bien le crypto parce qu'on parle de multiple, on ne parle pas en pourcentage. Donc, bon, il a du potentiel pour moi. Ethereum a du potentiel pour moi parce qu'il vient de casser ses plus hauts historiques. Il a un beau momentum, il est un peu moins prisé par les instituts, même beaucoup moins que Bitcoin, donc il a aussi une grosse marge de progression là-dessus, et la technologie peut être intéressante, il y a des choses qui se passent. Encore une fois, je ne suis pas un expert crypto, tu iras voir plein d'autres chaînes pour ça. Il y a plein de trucs qui se passent sur la technologie, il y a un changement d'algorithme, etc. Donc Ethereum, j'y crois. Et ensuite, si je dois donner trois outsiders, je crois à Matic. Pourquoi? Parce qu'elle est très nouvelle et elle n'a pas connu d'explosion. Elle dérive. Et un actif qui dérive, soit il ne se passe vraiment rien, mais on ne dirait pas parce qu'il y a un peu de volume, soit il y a des gens qui accumulent et ça risque d'exploser. Donc je crois à Matic. Je crois à Cell. Cell a explosé, mais pareil, il a corrigé. C'est peut-être une bonne localisation pour rentrer. Et puis j'adore la technologie derrière, j'adore le concept, j'adore le site. J'aime bien, voilà. Et je crois à DOT. Pourquoi je crois à DOT? Pareil, on est un peu dans le même qu'Axel. Ça a explosé, ça a corrigé, on est autour de bonnes localisations. Et surtout, en termes de capitalisation, elle est en haut. Et il y a plein de newbies là, qui vont rentrer de plus en plus avec le bruit que ça fait. Les cryptos, allez-y, rentrez vite, qui vont faire exactement toutes les erreurs qu'on vient de voir. Et elle est bien placée, tu vois, dans le market cap. C'est de la défi, elle est en train de monter. Je pense qu'elle va passer devant XRP d'ailleurs. Et voilà, je crois à DOT. C'est encore une fois ni un conseil d'investissement, c'est surtout pas d'ailleurs un conseil d'investissement, c'est un petit peu mes trois outsiders. Et si je dois un peu te discloser ce que j'ai en portefeuille, ça va être Ethereum, beaucoup, ça va être Cell, ça va être DOT, ça va être ETH, je l'ai dit, ça va être XRP, ça va être Bitcoin, ça va être du VET. Qu'est-ce que j'oublie? Ça va être
C'est à peu près tout, je pense. C'est à peu près tout. Après, bon, ça c'est les grosses lignes. Après, j'ai des petites merdes, mais ça, voilà. Les grosses lignes sont celles-là. Maintenant, ok, on a répondu à la question, est-ce qu'on pense que ça continue? On pense. On a répondu à la question, comment pas trop faire de conneries au niveau mathématique et au niveau FOMO, au niveau je rentre, etc. On a répondu à la question, est-ce qu'il est trop tard pour rentrer? Maintenant, répondons à la question, comment sortir? Comment sortir et comment faire comme ce monsieur? Ce monsieur, qui est très respectable, ma foi, il est plutôt intéressant. Pourquoi? Parce que c'est pas la moitié d'un con. Et c'est JP Morgan, hein, bien sûr, pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu. Et ce monsieur-là, il a dit une citation, désormais célèbre, quand on lui demandait pourquoi vous avez fait fortune et surtout comment vous avez fait fortune. Donnez-nous des conseils, racontez-nous, monsieur Morgan, comment vous avez fait. Et il a dit, ben, c'est à force de vendre trop tôt. C'est à force de sortir trop tôt. C'est à force de vendre trop tôt, tout simplement. Et comme ça, tu as envie de te dire, tu es un peu con, JP, si tu vendais plus tard, tu ferais plus d'argent. Sur un marché comme les cryptos, ben, c'est sûr que si le marché il fait ça, il fait ça, il fait ça, si je vends là, je fais beaucoup moins d'argent que si je vends là. Sauf qu'il y a quelque chose qui est très clair, et ceux qui étaient là en 2018 le savent, c'est qu'il est impossible de prédire le point haut. Impossible. Personne ne te dira le point haut, c'est, je sais pas moi, 104 352 sur Bitcoin. Putain, s'il se trouve que c'est ça, à la fin, je ressortirai cette vidéo. Personne n'est capable de te dire ça. Personne. Donc personne n'est capable de dire où est le point haut. Et le marché, tu le vois, et surtout sur les cryptos, bah, il fait tout dans ça. Il fait ça, il fait ça, il fait ça. Puis des fois, ah merde, est-ce que c'est fini? Ah, puis non, il repart. Et puis il repart, et puis l'écran est trop petit tellement il part haut. Donc, ça, partant de ce postulat-là, il est complètement impossible de choper le point haut. C'est clair. Donc déjà, si tu te dis, je suis rentré là, ou là, ou là, ou là, peu importe, et moi je veux sortir tout en haut, c'est mort. Et c'est mort d'ailleurs, et sur le Bitcoin, et sur l'Ethereum, et sur une action, et sur n'importe quel investissement, même sur l'immobilier, même si tu n'as pas la courbe en réel, forcément, puisque tu n'as pas le changement des prix de jour en jour. Mais c'est impossible, alors c'est un coup de chance pas possible, de rentrer tout en bas et de sortir tout en haut. Tu vas toujours choper qu'un pourcentage de la hausse. Toujours, mathématiquement. Donc maintenant, ça, il faut déjà l'accepter, comprendre qu'il est impossible de choper le point haut. Maintenant, j'ai deux stratégies. Quand je pense que c'est le point haut, après, je vais t'expliquer quand je pense, ou en tout cas, qu'est-ce qui me fait dire quels sont les indices du point haut. Mais quand je pense que c'est le point haut, j'ai deux stratégies. Soit je sors 100% de ma position, et puis je suis content parce que j'ai vendu tôt, merci JP Morgan, j'ai fait de l'argent. Et ben ça descend. Ah, j'ai raison, super. Mais ce qui va se passer dans 99,9% des cas, c'est que je ne vais pas choper le point haut. Soit je vais vendre ici trop tard, puis ça va faire ça, ou soit je vais vendre là, et puis ça va continuer à monter. Donc ça déjà c'est impossible, tu peux l'oublier. Donc ce qu'on va faire, c'est pas ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire, c'est que quand le marché va atteindre des niveaux un peu débiles, on va commencer à se dire, est-ce que ça puerait pas un petit peu? Est-ce que tout le monde serait pas un peu trop débile avec ces cryptos? Est-ce que je vois pas des prédictions de plus en plus hautes et bêtes et folles et dingues? Tu vois, moi, c'est ça que je regarde. Est-ce que ça pue? Et est-ce qu'on a cette accélération? Regarde, retournons sur la charte du Bitcoin en 2018. On va aller en weekly. Tac. Attends, je vais faire en sorte de zoomer ça à peu près. Ah zut. Je vais te zoomer ça, pardon. À peu près proprement. Voilà. Ok. Regarde ce qui se passe dans un bull run. Désolé, mon graphique est absolument dégueulasse, hein, tu m'en voudras pas. Donc ça pète. Boum, il y a des corrections. Along the way, on l'a vu. Ça pète, ça pète. Et regarde à la fin ce qui se passe tout le temps. Accélération jusqu'à atteindre des débilités. Hein. Parce que là, regarde, cette bougie-là, elle fait quoi? Cette bougie, elle fait 15%. La bougie suivante, elle fait quoi? Elle fait 21%. Tu vois, on a des accélérations qui se passent. Et autant sur le Bitcoin, elles sont un petit peu plus faibles, autant sur les alts, on a eu des 40, des 60, des 100% par jour. Et tu vois, les bougies augmentent et deviennent de plus en plus grandes. Après, invariablement, on a des corrections. Et on a encore 2-3 parfois bougies énormes. Moi, franchement,
ça m'intéresse même pas. Je vais te dire un truc. Ça, là, ça m'intéresse même pas. Dès que je commence à voir ça bougie, je commence à sortir. Et je fais des ventes, des ventes, des ventes, des ventes. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que découper ta position comme ça et prendre des profits, ça sera toujours plus rentable que partir dans le mauvais sens et dire, comme ça s'est passé en 2018 pour plein d'investisseurs, ça commence à redescendre, j'ai pas vendu, et puis ça fait ça, hein, avant de mourir, ça fait ça. Et puis à chaque fois là, et puis après ça vient mourir pendant 2 ans, bien sûr, hein, ici, et à chaque fois là, ah mais ça va remonter. Ah tu vois, ça remonte. Ah je l'avais dit, ça remonte. Oh ça va remonter, ça va remonter. Ah merde, ah mais attends, ça devait pas remonter. Ah j'avais dit ça remonte. Non, ça remonte. Hop, et tu t'en rends pas compte, tu passes de 20 à 3 et t'es bien niqué. Il serait beaucoup plus simple, là quand ça commence à être débile, je reste sur l'exemple de 2018. 2018, à quel moment on s'est dit putain le Bitcoin passe 10 000, c'était complètement fou. Si j'avais acheté à 800, je commence à avoir un multiple intéressant là. Pourquoi j'attends? Pourquoi je pense que je vais être le nouveau Jérôme Kerviel, super trader, loup de Wall Street, et faire du fois 1 million et être le meilleur, le plus intelligent? Non, ça n'arrivera pas. Tout ce qui monte redescend. Les cours, c'est comme un élastique. Tu as un élastique, ça explose. À un moment, l'élastique, il faut qu'il se détende un petit peu là pour se retendre peut-être plus tard. Donc ça n'arrivera pas. Donc je dois prendre des profits au fur et à mesure de la montée. Et à toi de définir, soit comme moi, un sentiment en disant « Ouh là, ça commence à puer ». Moi, je n'attends pas un prix. Je pourrais te dire, tiens, sur Ethereum, mon premier niveau, c'est 1750. Et puis 1900. Et puis 2100. Et puis 3000, etc. Et couper comme ça au fur et à mesure. Ça, c'est possible, tout à fait possible. Si tu veux faire comme ça, tu peux le faire comme ça. Moi, je fais double technique. C'est-à-dire que je fais ça, mais pour déclencher la première, je n'ai pas un prix là déjà dans ma tête. La première sortie, pour moi, c'est quand ça commence à devenir débile, quand je sens que le marché est bête, quand je sens que les gens font des trucs idiots avec les cryptos, qu'on en parle de plus en plus, que tous les indicateurs que je t'ai montrés explosent. Là, je fais oula, ça sent la bulle, ça pue, ça... Et je prends le risque, c'est pas grave. Au pire, je vends trop tôt. Je suis déjà en gain largement. J'ai déjà fait 2, 3, 4, 5 multiples sur mon portefeuille, sur mon investissement de départ. Peut-être même plus. Tu es peut-être très bien rentré. Donc au bout d'un moment, il faut couper. Il faut commencer à couper. Je ne vais pas couper 100% parce que j'ai peut-être un potentiel de hausse. Par contre, je vais commencer à couper parce que j'ai aussi un très gros potentiel de baisse. Et le potentiel de baisse est supérieur au potentiel de hausse avec l'histoire de l'élastique. Donc je commence à couper. Cut, 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 cut. Et moi, ce que je vais faire, c'est que suivant les actifs que j'ai en portefeuille, je vais couper à coup de, souvent parfois la première cut 10%, 20%, pardon, puis 10 ensuite. Ça va dépendre des positions. Certaines, je vais les couper jusqu'à 40, puis 10, 20, 20, 10, 10, etc. À toi, encore une fois, de te faire le pourcentage. Soit tu le fais en pourcentage, soit tu le fais en argent, soit tu le fais prédéterminé à l'avance. Peu importe, mais s'il te plaît, mets-moi tout de suite là en place une stratégie de sortie. De se dire, ça va monter, je vais faire 1 million, ce n'est pas une bonne chose. De se dire, je vends tout à 1 million, je vends 100%, si jamais tu es dans les types de portefeuilles qui ont potentiellement 1 million ou 100 000 ou 10 000, peu importe, ça ne marchera pas. Okay, prends des profits, je t'en supplie, parce que sinon, ça va faire comme le dernier boulot, mais comme tous ceux d'avant d'ailleurs. Ça va monter, ça va monter, ça va monter. Mais non, je te garantis que là, le Bitcoin, même s'il va toucher 100 000, je te jure, peu importe combien il va toucher, tiens, je vais te faire une prédiction, et celle-là, pour le coup, je ne pense pas me tromper. Peu importe le prix qu'il va toucher, il va retracer divisé par 5, minimum. 100 000, 20 000. C'est sûr, c'est évident, c'est obligatoire. Tous les cycles ont fait ça. C'est un marché beaucoup trop volatile avec beaucoup trop de newbies et beaucoup trop petit pour absorber tous ces gens euphoriques. Donc forcément, offre et demande, boum, 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 et c'est très énervé dans les deux sens. Donc s'il te plaît, je t'en supplie, s'il y a un truc à se rappeler, c'est prépare ta stratégie de sortie dès aujourd'hui. Et plus le marché va être débile, et plus ça doit te faire peur. C'est l'inverse de je dois rentrer, vite, 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 ça monte sans moi, vite, je vends la maison. C'est l'inverse, ça doit te faire peur. Plus le marché est vertical, plus il doit te faire peur. Plus le marché est flat, plus tu prépares ton futur. Écoute, j'espère que cet update crypto t'aura aidé. Il est un petit peu long, je suis désolé, mais c'est comme ça sur la chaîne. Il y a du freestyle parfois, des vidéos longues, des vidéos courtes. Voilà. Dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses. Tu as le droit d'être d'accord, tu as le droit de ne pas être d'accord. Restons cordiales, s'il vous plaît, les amis. Je sais que c'est... Oula, on est sur des sujets sensibles, là, les cryptos, chacun son petit club de foot. Apporte ton pouce à l'édifice. Je te dis ciao, à plus.